Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le président de la République est bien arrivé donc au Caire pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le Soudan. Et à Djibouti, une mise à jour des comptes nationaux. Un atelier donc a été tenu dans ce sens par le ministère de l'économie et le FMI. Et en Colombie, 28 morts dans un glissement de terrain. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est donc arrivé en milieu de matinée donc au Caire, où il s'entretiendra avec le président Abdel Fattah al-Sisi et participera à 2 sommets avec le président Sisi et plusieurs autres de ses pairs africains. À son arrivée, le président de la République a été reçu par le ministre égyptien de l'Éducation, Tarek al-Chouri, et plusieurs hauts responsables égyptiens, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Dour Helsi, ainsi que des membres de l'ambassade de Djibouti au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi organisera donc un sommet des partenaires régionaux du Soudan avec la participation du président de la République et du président Idriss Déby Itno du Tchad, du président Paul Kagame du Rwanda et du président Sassou, président de la République du Congo, et le président de la République de Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, également le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen. Le sommet a pour objectif de discuter et de débattre sur l'évolution de la situation au Soudan, de renforcer l'action commune tout en recherchant les moyens les plus appropriés de faire face à l'évolution de la situation sur la scène soudanaise et de contribuer au soutien de la stabilité et de la paix dans ce pays. Le président de la République est accompagné dans son déplacement au Caire par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Et le président de la République a pris part donc ce mardi à un sommet d'un jour dédié au Soudan. Outre le président djiboutien, les autres dirigeants de la région et ceux des pays limitrophes du Soudan ont participé à ce sommet. L'objectif principal de cette assise consiste donc pour les dirigeants en réunion de s'accorder collégialement sur la nature de l'appui et soutien à apporter à la nation sœur soudanaise dans l'épreuve cruciale de son histoire actuelle et relative à l'appréhension avec sérénité et concorde de ses intérêts les plus en vue, notamment la réalisation d'une alternance pacifique à sa magistrature suprême. Il était donc question dans ce sommet de dégager une position intégrée et commune des pays de la région et riverains du Soudan sur l'assistance amicale et fraternelle à apporter à ce pays afin que l'ensemble de ses forces vives, les partis politiques, les ordres professionnels, la société civile puissent trouver un consensus. Et lors de ce sommet, donc, le président de la République a prononcé un discours au cours duquel il a condamné le coup d'État militaire intervenu au Soudan le 11 avril dernier ayant conduit à l'éviction du président Omar Hassan Ahmed al-Bashir puis à son arrestation, a foulé donc au pied l'ordre constitutionnel dans ce pays frère. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a siégé le 15 avril dernier lors de sa 840e réunion à l'issue de laquelle il a condamné et rejeté la crise de pouvoir par la junte militaire et a déploré l'arrestation du président Bachir, a poursuivi le chef de l'État djiboutien. Le président de la République a précisé également que le CPS a en outre exigé de la junte la remise immédiate du pouvoir à un gouvernement civil de transition, tandis que le Conseil militaire de transition a décidé d'une période de 2 ans. Le président Ismaël Omar Guelleh a ajouté que la crise économique et les défis sécuritaires ainsi que les sanctions imposées au Soudan ont provoqué l'instabilité politique que traverse le pays depuis plusieurs mois, en soulignant qu'il est difficile d'envisager une sortie de crise rapide quand ce type de coup de force intervient. C'est pourquoi, a conclu donc le numéro 1 djiboutien, que nous considérons que l'Union africaine doit agir rapidement en dépêchant une mission de très haut niveau pour entamer des négociations axées sur le retour à l'ordre constitutionnel, la reprise des activités du Parlement et la mise en place rapide d'un gouvernement de transition civile. Enfin, le président Guelleh a rappelé qu'il est tout aussi crucial de préserver la crédibilité et l'autorité de l'armée soudanaise qui reste le garant de l'intégrité territoriale d'un pays secoué par des rébellions sécessionnistes.
Et le président Guelleh a adressé un message de condoléances au grand-duc Henri de Luxembourg suite au décès de son prédécesseur et père, le grand-duc Jean. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc un message de condoléances au grand-duc Henri de Luxembourg suite au décès de son prédécesseur et père. Le chef de l'État qui a fait donc part de sa profonde tristesse a exprimé sa solidarité au grand-duc Henri et au peuple luxembourgeois devant cette épreuve. Le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti se joignent à moi pour vous témoigner de leur compassion et de leur solidarité dans ces circonstances difficiles, a-t-il ajouté. Le président Guelleh n'a pas manqué enfin de réitérer ses condoléances les plus attristées au grand-duc Henri du Luxembourg, à sa famille et à ses proches, rappelant enfin que le grand-duc Jean, dont le décès est survenu ce mardi, avait abdiqué en 2000 en faveur de son fils, le grand-duc Henri. Dans l'actualité également, ce matin, une réunion déjeuner portant sur la révision des comptes nationaux et la prévision macroéconomique s'est tenue sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé. La révision des comptes nationaux est basée sur un système de comptes macroéconomiques et sur un ensemble de concepts, de définitions et de classifications et de règles d'enregistrement afin de fournir un cadre dans lequel les données économiques peuvent être collectées et analysées pour aider les décideurs à s'orienter en matière de politique économique. Les résultats de ces publications ont permis donc de fournir les meilleures données pour l'appréciation de l'évolution économique de Djibouti. L'inscription de cet exercice, qui dérive de mauvaises estimations des prévisions du PIB et de la croissance économique était faite auparavant par des entités externes. Cet exercice a permis donc de faire une mise à jour sur les données économiques en termes de PIB, les bénéfices qu'engrangent les architectures économiques portuaires. En somme, cet exercice a permis de représenter l'économie de manière simplifiée. Cependant, étant donné la complexité du sujet, il est nécessaire de réaliser une agrégation utilisant des classifications spécifiques répondant ainsi aux normes internationales. Une fois cette révision faite, d'importantes améliorations ont permis d'avoir une vision concordante avec la réalité économique. Ainsi, une meilleure perspective économique a donné naissance à une prévision macroéconomique du pays pour les prochaines années. Également par la suite, donc après les discours officiels, plus différentes projections ont été faites portant donc sur les bénéfices et les recettes que fait la zone franche et les entreprises qui y sont installées, ainsi que les recettes. De l'autre côté, la directrice de l'économie, Madame Mariam Hamadou, a quant à elle donc présenté les prévisions macroéconomiques du pays. En pris part à cette réunion les hauts cadres des institutions économiques du pays, notamment la Banque centrale, les financements extérieurs, l'économie, des experts et des partenaires comme le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, l'Éthiopie, la Chine, le PNUD, l'USAID, la JICA et la Banque mondiale. Et dans son intervention, le commissaire au plan chargé des statistiques, Amar Ali Saïd, a précisé que le succès d'une stratégie nationale de développement des statistiques est influencé par le travail de sensibilisation mené par l'Institut de statistique, une stratégie nationale du développement des statistiques bien conçue donc, bien mise en œuvre et bien financée, qui entraîne une meilleure utilisation des statistiques, une meilleure prise de décision et des meilleurs résultats en matière de développement. Et la SNDS est une bonne occasion, a-t-il indiqué, de sensibiliser les parties prenantes à l'utilisation des statistiques, en particulier pendant l'étape de conception. Et pour sa part, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, optimiste toujours, donc, a dans une première fois fait un état des lieux de l'économie djiboutienne, une projection sur l'avenir. Le rôle de l'État dans l'économie est prépondérante. Écoutons-le. L'économie djiboutienne, malgré tous les défis, se porte beaucoup mieux et présente des perspectives avec des opportunités sur le moyen et long terme. C'est très prometteur. Il y a beaucoup d'espoir. La croissance reste élevée. La croissance va rester élevée. Nous estimons dans les 2-3 années à venir que cette croissance, si toute chose égale par ailleurs, compte tenu des conditions géopolitiques de la région, nous pensons même arriver à un taux de croissance à 2 chiffres. Mais on sait également que désormais,
l'économie djiboutienne n'est pas tirée par les investissements publics. La principale leçon à retenir, c'est que l'économie djiboutienne est tirée par les exportations de ses biens et de ses services. C'est toute cette différence où il y a une importance capitale aujourd'hui. Avant, et nous-mêmes, nous expliquions de cette façon-là. Parce que les chiffres que nous produisions expliquaient cela. La réalité est que l'économie djiboutienne est tirée par les exportations de ses services et de ses biens. On sait également que l'économie djiboutienne est principalement tenue par un pilier qui est la zone franche et les activités de la logistique portuaire. Et poursuivant son intervention, le ministre Ilyas Moussa Daoualé a mis en exergue qu'une bonne croissance rime avec investissement, mais qu'il faut toujours mettre tous les paramètres nécessaires, notamment comme les réformes à sa disposition. On écoute le ministre. De s'engager dans des programmes d'investissement dans le domaine de la logistique et de la zone franche, elle est aujourd'hui récompensée par rapport à ce que nous constatons. Ceci étant dit, il y a un sérieux risque sur toutes les opportunités et les avantages que Djibouti peut offrir, ou en tout cas offrir à ses concitoyens en termes de richesse, d'emploi, etc. Parce que le risque de surendettement ou d'endettement est toujours présent quand il n'y a pas une discipline de finances publiques, une discipline d'équilibre des grands fondamentaux macroéconomiques. Le risque va être toujours là. Ça ne veut pas dire que notre taux d'endettement aujourd'hui est estimé de l'ordre de 70%, que nous allons nous accorder de la largesse pour arriver aux 104%, qui présentent une alerte également sérieuse. Non, au contraire, il va falloir qu'on réduise notre endettement davantage sur les années à venir. 1, par la restructuration. 2, par la promotion des investissements directs étrangers et en particulier par la promotion des PPP. Ensuite, le reste, ce qu'il faut retenir ici, il y a des chiffres qui ont baissé également. Entre autres, les ratios de la pression fiscale par rapport au PIB. Avant, nous étions à un taux qui était de l'ordre de 28 à 30% par rapport au... Et une fois donc les présentations terminées, place au débat et recommandations. Les partenaires ont félicité donc le gouvernement djiboutien pour cette communication qui a apporté donc des lumières, voire sur la plus-value. Et voici donc en conclusion, le ministre des Finances a donné le secteur majeur qui doivent être renforcés, notamment le renforcement des capacités qui va ralentir le secteur dont on attend le plus de production en termes de croissance, mais aussi en termes de création d'emplois. Extrêmement urgent, c'est le renforcement des capacités de l'administration djiboutienne. En tout cas, d'un point de vue personnel, j'estime qu'il y a un vrai besoin, parce qu'il y a urgence de renforcer la capacité de l'administration, et surtout en urgence pour le secteur que nous considérons à fort potentiel de croissance et de développement inclusif en République de Djibouti, parce que c'est là où on peut créer beaucoup d'emplois rapidement et c'est là où il faut renforcer leurs capacités si on ne peut pas le faire de façon concomitante ou tout azimut sur l'ensemble de l'administration. Les cadres, les collaborateurs qui sont autour de moi ici, les niveaux inférieurs, ça commence à devenir assez moyen, et les niveaux encore plus bas, ça commence à devenir très fragile en termes de capacité. Et nous sortons peut-être à la retraite,
les générations à venir qui prendront le relais, y compris au niveau de l'administration. La capacité manque. C'est que nous avons eu comme capacité construite pendant ces longues années. Les nouvelles générations d'administrateurs n'ont pas cette capacité pour vraiment mener le pays vers... il y en a, mais peut-être ils ne se trouvent pas dans l'administration. Peut-être la question est là aussi. Hein. Voilà vraiment ma conclusion, mes remarques sur le chiffre et les perspectives que nous voyons sur Djibouti dans les années à venir. Toujours en nouvelle nationale, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a reçu hier donc, dans son cabinet Salim Levent Sahinkaya, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Turquie à Djibouti. Cette visite s'est déroulée en présence du conseiller technique d'Ibah Benoît et Habib Louizi, consultant auprès du secrétariat d'État aux affaires sociales. S'inscrivant dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la protection sociale 2018-2022, cette rencontre fut l'occasion de discuter des projets du développement social en faveur des populations vulnérables. Les deux partenaires se sont enfin réjouis de leur discussion très fructueuse et ont exprimé le souhait de perpétuer davantage les relations entre les deux institutions. La secrétaire d'État aux affaires sociales n'a pas manqué de souligner au final le rôle privilégié de la Turquie, pays frère en matière de développement socio-économique du pays. Dans le reste de l'actualité, après Obok, l'armée nationale en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale a lancé hier donc la deuxième journée de campagne de sensibilisation sur les valeurs patriotiques de la République de Djibouti au profit des élèves donc, de l'enseignement primaire de la région de Tadjoura. Cette campagne a été lancée dans l'enceinte de la caserne du régiment interarmé de Tadjoura en présence du chef d'état-major général des forces armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le colonel Ali Chahim Daoud. Au menu, revue de troupes et d'honneur et tapis rouge. Cette cérémonie donc haute en couleur a été ouverte par la lecture du Saint-Coran, puis ensemble, délégations et écoliers se sont tous levés pour l'hymne national entonné par l'orchestre approprié national. Et cette campagne inédite s'étalera sur l'ensemble des 5 régions. À noter la participation également des hauts cadres de la région de Tadjoura, à savoir que le haut commandement militaire, dont le général de la brigade Tahir Ali Mohamed, le général Ali Hassan, le colonel Wahib Moussa, le colonel Ali Shahem, le préfet de la région de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional Omar Hussein, les responsables de l'éducation nationale ainsi que quelques 150 écoliers, garçons et filles ont pris part à cette cérémonie. L'objectif étant donc d'approfondir les connaissances et cultiver le patriotisme de manière précoce chez les jeunes écoliers. Quanto sapere
Et durant la cérémonie, la capitaine Amina Ahmed a eu l'opportunité de questionner les élèves de l'école de Tadjoura sur les valeurs de la République et du civisme, de la citoyenneté. De leur côté, les élèves ont répondu avec assiduité aux différentes questions posées. Et à la fin de la cérémonie, les lauréats qui ont répondu avec brio ont tous été récompensés. Ensuite, une cinquantaine d'écoliers de Tadjoura ont pu visiter les différentes installations du camp des divers régiments de l'armée nationale de Tadjoura, le RIAT. Les écoliers ont ensuite posé des questions et dans la foulée ont pu monter à l'intérieur de chars pour apprécier l'envergure, l'aspect et l'utilisation des appareils militaires. Tous ces jeunes écoliers semblaient donc apprécier leur immersion au sein de la caserne militaire des forces armées de Tadjoura. Et dans son intervention prononcée lors de cette cérémonie, le colonel Ali Chaim Daoud a souhaité la bienvenue au chef d'état-major de l'armée nationale ainsi qu'aux autorités locales dans la caserne interarmée de Tadjoura. On écoute le colonel. En général, votre présence parmi nous ce matin, malgré votre agenda très chargé, témoigne de l'importance que vous accordez au patriotisme et les valeurs de la République. Ces valeurs républicaines nous rassemble, nous unit, nous distingue de nos prochains. Il est de notre devoir à tous de préserver et de garantir ainsi la cohésion sociale de notre pays. Par leur esprit de patriotisme, les hommes de RIAT contribuent au quotidien à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens dans les zones reculées et apportent leur soutien logistique aux autorités régionales lors des grands événements. Les autorités régionales, la communauté éducative et l'ensemble de la population tadjourienne encouragent ces programmes riches en valeurs destinés aux jeunes écoliers et qui contribuent à l'amour de la patrie et ses patrimoines. Bien évidemment, le but de ces programmes est de cultiver chez les jeunes écoliers l'esprit de patriotisme, l'amour de notre patrie, de notre drapeau et le respect des valeurs de la République.
Toujours nouvelle du pays, la salle de conférence de l'université de Djibouti, située dans la commune de Balbala, a abrité donc ce matin une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre l'université de Djibouti et l'université de Aden au Yémen. Cet accord a été signé entre le docteur Jamar Mohamed Hassan, président de l'université de Djibouti, et le président de l'université de Aden, docteur Al-Qadir Nasser Ahmed. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Fahmi Mohamed, du directeur du bureau régional de l'ONG WAMI à Djibouti, Maïsara Mohamed Seif, et ainsi que de représentants de l'université d'Aden à Djibouti et d'autres responsables. Ce qui intéresse nos amis de l'université de Aden, c'est aussi le renforcement de leur département de langue française, mais aussi permettre d'accueillir aussi nos étudiants arabophones à l'université de Aden, Inch'Allah. L'autre point sur lequel nous avons discuté aussi, c'est au niveau de la faculté d'ingénieurs. C'est aussi à terme de pouvoir accueillir des étudiants de l'université de Aden dans la faculté d'ingénieurs de l'université de Djibouti, qui, comme vous le savez, où les cours sont dispensés en langue anglaise. Par la suite, le président de l'université de Aden a procédé à une visite guidée des différentes installations et des locaux de l'université. Le président de l'université de Aden a inspecté donc la bibliothèque de l'université, la salle informatique ainsi que les salles de classe. Il était accompagné par le docteur Jamar Mohamed Hassan, président de l'université de Djibouti, et du conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, Fahmi Mohamed, et du directeur du bureau régional de WAMI à Djibouti, Maïsara Mohamed Seif. Rappelant que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait officiellement inauguré donc le siège de l'université de Djibouti à Balbala en février 2018. Dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains à Salam, donc le comité de gestion communautaire des quartiers 4 a organisé une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'UNFD, l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour sensibiliser les jeunes sur le droit de se procurer la carte d'identité nationale ou de refuser l'excision pour les jeunes filles ou encore de lutter contre les drogues. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité, des jeunes et des moins jeunes issus de tous les quartiers. Cette campagne de sensibilisation vient à point nommé car en cette période, les jeunes sont beaucoup plus cantonnés au sein des CDC. Rappelons que plusieurs sensibilisations et formations sont organisées tout au long de ce mois au profit des jeunes. Et enfin, donc, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris ce mardi le décès de feu Ahmed Rarbouh, surnommé Bisley, né en 1925 au Petit Bara, la région d'Arta. Le feu, donc, le défunt s'est éteint ce matin dans son domicile, donc, à Iskoutir, et a laissé derrière lui une famille composée de 2 veuves, 14 enfants et 40 petits-enfants. Suite à cette disparition, le ministre de l'Énergie, Younes Ali Guedi, le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Ghilleh, le préfet de la région d'Arta, Abdullah Dalal Oukiye, le président du conseil régional, Elmi Bouh, et Khadir Guedi, journaliste donc de la RTD, adresse ses tristes condoléances à la famille et aux proches du défunt et prie le Très-Haut de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, cette fois, le groupe État islamique revendique les attentats. Sur des images de vidéosurveillance. On peut apercevoir le parcours de l'un des kamikazes, donc présumés des attentats de dimanche au Sri Lanka. Un homme au sac à dos entre dans l'église Saint-Sébastien de Negombo, au nord de la capitale, donc Colombo, en pleine messe de Pâques et se fait exploser. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces attentats ont été commis en représailles au carnage des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ils sont attribués donc à un groupe radical islamiste local, le NTG, et revendiqué par le groupe État islamique. Le Sri Lanka bénéficie d'aide internationale dans l'enquête et recherche à savoir si le NTJ a bénéficié d'un soutien logistique international. Une source proche de l'enquête affirme que 2 frères sri-lankais musulmans de 20 et 30 ans figurent parmi les kamikazes et ont joué un rôle clé dans les attentats. Le bilan des attaques menées conjointement dans 3 hôtels de luxe et 3 églises est lourd. Au moins 320 personnes, dont au moins 45 enfants et adolescents et un bébé de 18 mois, ont perdu la vie.
C'était dans les titres. 28 morts après un glissement de terrain en Colombie. 28 personnes sont mortes après un glissement de terrain ce week-end dans la province de Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie, ont annoncé hier les autorités. Le glissement de terrain causé par des fortes pluies s'est produit donc dimanche matin dans une zone rurale de la ville de Rossa. Ces 2 derniers jours, nous avons retrouvé 28 corps. Les opérations de secours reprendront donc, a indiqué l'agence de gestion des catastrophes. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.